Est-ce qu'une cour inconnue du grand public peut faire vaciller tout le sauvetage de la zone euro qui est mis en œuvre depuis les années 2010 par la Banque centrale européenne? Et un sauvetage qui est appelé à se prolonger à la suite de la pandémie que nous vivons et de ses conséquences économiques. Les aspects techniques peuvent impressionner parce que dès qu'on parle de banque centrale, on nage dans un océan de sigles difficilement compréhensibles, mais la question, elle est éminemment politique et c'est de cela dont on va parler et qu'on va essayer de comprendre avec notre invité Clément Fontan. Bonjour Clément. Bonjour Fabien. Alors Clément Fontan, vous enseignez les politiques économiques européennes en Belgique, à l'Université catholique de Louvain et également à l'Université Saint-Louis Bruxelles. C'est tout à fait ça. Voilà, alors vous étiez déjà venu nous voir dans les studios de Mediapart il y a quelques temps pour parler de la BCE. Et ici même, dans l'air libre, on a déjà évoqué beaucoup les politiques européennes, la difficile solidarité européenne à mettre en œuvre, que ce soit à travers l'affaire des Corona Bonds ou à travers toutes les autres politiques que pourrait mettre en œuvre la BCE. Mais tout ça semble fragilisé donc, par cette décision juridique tombée mardi 5 mai. Donc, Martine Orange l'a raconté sur Mediapart, on va voir son article, et elle raconte comment la Cour suprême allemande de Karlsruhe, les juges constitutionnels allemands, ont mis une sorte d'épée de Damoclès sur les programmes mis en œuvre par la BCE depuis les années 2010. Pourquoi cette épée de Damoclès? Parce que cette Cour estime que tous ces programmes-là ne sont pas correctement justifiés, pas correctement contrôlés, notamment par la Cour de justice européenne. Alors, avant qu'on se demande si les juges allemands peuvent avoir la peau de l'euro, concrètement et de façon un peu posée, quel est le contenu précis de cet arrêt et pourquoi il est si important, pourquoi il est scruté par les acteurs économiques et judiciaires du monde européen? Alors, tout d'abord, le contenu précis de cet arrêt, il est encore en train d'être décortiqué parce que la plupart du commentaire juridique et politique actuel porte sur le communiqué de presse en anglais qui fait 4 pages, mais l'arrêt fait 110 pages en allemand. Donc, déjà, les réflexions que je vais vous livrer, la plupart des réflexions qui sont livrées sont sur le communiqué de presse. Donc, déjà, il faut garder cette petite limite en tête. Et alors, la conclusion principale de l'arrêt, elle est assez claire. Elle porte sur le programme de rachat de titres de dette souveraine, c'est-à-dire les programmes où la Banque centrale européenne va sur les marchés et rachète la dette des États, et plus spécifiquement, un programme qu'elle a mis en place depuis 2015 qui s'appelle le Asset Public Purchase Program, donc le programme de rachat de titres de dette d'État. Bon. Et alors, ce programme, ce qu'elle trouve à dire, la Cour constitutionnelle allemande, c'est que les banquiers centraux n'ont pas assez bien fait un exercice de proportionnalité. C'est-à-dire qu'en mettant en œuvre leur programme, selon la Cour constitutionnelle allemande, la Banque centrale européenne n'a pas assez prêté attention aux effets secondaires négatifs que ce programme pourrait avoir sur l'économie. Et en fait, ce que la Cour constitutionnelle allemande fait, c'est qu'elle ordonne et ça, c'est assez fort. Donc, dans le texte original allemand, c'est bien ordonné, même si la traduction anglaise est différente, mais dans le texte original allemand, la Cour de justice ordonne au Parlement et au gouvernement allemand de sommer la BCE à effectuer une meilleure étude de proportionnalité. Et si le Parlement et le gouvernement allemand ne trouvent pas que ces nouvelles justifications sont probantes, alors ils doivent aussi forcer la Bundesbank à se retirer du système européen des banques centrales et donc des programmes de rachat de titres de la Banque centrale européenne. Voilà, alors ça aurait des implications énormes, on va en parler, mais auparavant, c'est assez intéressant de regarder d'où vient cette décision, d'où vient cette bataille. Et si vous êtes la bonne personne, Clément, pour nous en parler, c'est parce que dans vos travaux, eh bien vous suivez depuis plusieurs années hein, ces entrepreneurs de cause, comme vous dites, qui portent plainte, qui font des plaintes judiciaires pour contester l'action de la BCE en justice. J'ai retrouvé juste avant qu'on se parle un extrait de JT d'Euronews qui date de 2012, donc ça montre que c'est pas récent, ça fait au moins 8 ans donc qu'il y a ce type d'action. On va regarder l'extrait et je vais vous laisser le commenter.
Dès samedi, à Karlsruhe, des centaines de manifestants ont exprimé devant la Cour constitutionnelle allemande leur refus de cautionner les fonds de soutien européens et l'action de la BCE. À ce propos, un député conservateur allemand a déposé une nouvelle plainte concernant les fonds de secours européens, estimant que la décision de la BCE de racheter de la dette publique des États de la zone euro apportait un élément nouveau. Voilà, alors qui sont ces plaignants? Quels sont leurs réseaux, si j'ose dire? Alors, initialement, ces résistances contre l'intégration européenne de manière générale ont commencé en Allemagne au début des années 90 en protestation contre le traité de Maastricht. Donc, ouais, en fait, c'est les années 90, hein, pour ceux qui ne sont pas habitués, et Maastricht, c'est 92. Pardon. Donc, un des premiers traités disons, centraux de l'intégration européenne, qui faisait vraiment aller l'intégration européenne plus loin, avec notamment, on actait la création de la zone euro. Donc, ce traité avait déjà été attaqué en justice par ce type d'acteurs. Alors, qui sont ces acteurs? Eh bien, le cœur de ces acteurs appartiennent à la frange radicale du parti conservateur allemand, la CDU. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils n'arrivent plus à faire remonter leurs préférences et leurs revendications au sein du parti qui s'est définitivement aligné de manière favorable à l'intégration européenne. Et alors, pour arriver à faire vivre leur contestation, ils activent l'échelon judiciaire et vont porter plainte devant la Cour constitutionnelle allemande quant aux décisions qu'a prise la politique monétaire, quant aux décisions qu'a prise la Banque centrale européenne. Finalement, toutes les mesures monétaires non conventionnelles qui ont été prises par la BCE pour répondre à la crise ont été attaquées en justice par ce groupe d'acteurs-là. Alors, il y a une petite précision. Oui. Oui, il y en a un qui s'appelle Peter Goweiler, qui est très important là-dedans. Tout à fait. Donc, Peter Goweiler, c'est lui qui était un peu à la tête de la plainte contre le programme OMT. Donc, c'était un des programmes de rachat de titres de la BCE en 2012. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, ce noyau dur d'activistes judiciaires, on va les retrouver comme membres fondateurs de l'AfD, donc le parti d'extrême droite allemand. Et va y avoir ensuite une co-construction très forte de cet activisme judiciaire ou de l'AfD, où l'un et l'autre vont emprunter leur réseau. Par exemple, Bernd Lucke, qui était un des cofondateurs de l'AfD, on le retrouve dans toutes les plaintes déposées auprès de la Cour constitutionnelle allemande envers les mesures monétaires de la BCE. Alors, il y a une dernière chose importante à rappeler, c'est-à-dire que l'activisme judiciaire, le cœur de l'activisme judiciaire, c'est ces conservateurs allemands et leur lien avec l'extrême droite allemande. Mais ça serait faux de s'arrêter là, parce que quand on regarde l'identité de ceux qui portent plainte, ces conservateurs allemands ont ensuite construit des alliances plutôt étranges avec d'autres acteurs de la vie politique allemande, notamment Die Linke, qu'on retrouve aussi bien dans donc le parti radical gauche allemand, qu'on retrouve aussi bien dans les premières plaintes initiales du début des années 90, mais aussi dans toutes les plaintes Goweiler en 2012. Et au-delà des Linke, on retrouve aussi des associations d'intérêt civil, Mère Démocratie. Donc là, on a une ancienne ministre de centre-gauche SPD allemand. Donc en fait, on a vraiment tout spectre partisan qui montre finalement que ce n'est pas qu'une question d'ultra-conservateurs allemands. C'est eux qui mènent le cœur de ce combat, mais il y a des alliances plus larges qui se font au sein de tout le spectre partisan en Allemagne. Oui, ce qui montre aussi qu'une forme de culture orthodoxe en matière monétaire peut prendre assez large dans le champ partisan. Et dans l'extrait de reportage qu'on a passé, après, plus loin, il était question effectivement de Die Linke. Il y a une autre dimension que vous vouliez évoquer qui est assez centrale, c'est-à-dire qu'il y a cet élément politique avec ces plaignants, mais il y a aussi la bataille qui se joue en fond entre la Cour de justice allemande et la Cour de justice européenne, qui est clairement visée là dans l'arrêt. Et ça, c'est fondamental, et ça va nous amener ensuite aux conséquences. C'est une bataille entre un juge qui défend un droit national et des juges qui défendent un droit européen. Et donc toute la question, c'est de savoir lequel prend le dessus sur l'autre, parce que l'Union européenne, après tout, c'est une construction juridique.
Tout à fait. Et donc, l'Union européenne, c'est d'abord un système de droit et qui porte essentiellement sur les rouages macroéconomiques. C'est les principales dimensions de l'intégration européenne. Et c'est pour ça que c'était très important, dans le cadre de l'intégration européenne, que s'exerce une espèce de primauté du droit européen sur les droits nationaux, notamment dans le cadre d'harmonisation des marchés, etc., etc. Donc voilà, c'est important pour l'intégration européenne. Je ne dis pas que c'est important en soi. Voilà. Mais donc, il y a eu une primauté du droit européen qui a été un des éléments centraux de l'intégration européenne. Et finalement, la Cour constitutionnelle allemande qui s'est toujours retrouvée en décalage ou du moins en contestation de cette primauté. Pourquoi? Parce que il faut se remettre dans le contexte allemand de l'après-guerre. Finalement, la construction de l'état de droit avec une cour constitutionnelle et une constitution nationale toute puissante et au-dessus de tout, c'était quelque chose d'extrêmement important pour la construction de l'espace démocratique allemand. Ben, après le régime nazi, ça fait sens. Et ça s'est finalement institutionnalisé, cristallisé dans cette culture politique. Et c'est pour ça aussi qu'on a des frictions très fortes, du coup, entre la Cour constitutionnelle allemande et la Cour de justice de l'Union européenne depuis le début des années 90 pour savoir finalement, est-ce que la Cour constitutionnelle allemande s'accorde quand même un droit de regard sur la manière dont est respecté et défendu le droit européen. Et c'est vraiment la question de ce droit de regard qui est aussi centrale aujourd'hui avec cette Cour constitutionnelle allemande qui finalement va contester l'interprétation faite par la Cour de justice de l'Union européenne des mesures de la Banque centrale européenne. Parlons des conséquences. Tout à l'heure, vous disiez, au fond, si les explications, les justifications ne sont pas faites de la Banque centrale européenne, la Cour de justice allemande pourrait également ordonner à la Banque centrale allemande de se retirer du système des banques centrales. On imagine mal comment l'euro pourrait survivre à ça. Alors, quels sont les scénarios envisageables? Est-ce qu'on pourrait aller jusque-là et donc quasiment jusqu'à une remise en cause de la monnaie unique en soi? Qu'est-ce qu'il y a des scénarios peut-être moins durs et plus probables? Qu'est-ce qui est en train de se jouer là dans les semaines qui viennent? Alors, les signaux actuels sont plutôt positifs quant à une certaine stabilité sur la question de la zone euro. Pourquoi? Parce qu'en fait, donc c'est la Cour constitutionnelle qui ordonne au Parlement et au gouvernement allemand de mener une action en proportion, enfin de forcer la BCE à expliquer la proportionnalité de ses actions. Le ministre des Finances allemand a déjà déclaré qu'il était complètement satisfait des justifications fournies de manière antérieure par la Banque centrale européenne. La Commission, elle, a rappelé que le droit européen est primauté sur le droit allemand et donc il y a des possibilités d'attaque judiciaire de la Commission envers le gouvernement allemand si justement il y a une remise en cause trop forte de cette primauté-là. Et puis finalement, comment la Banque centrale européenne a décidé elle-même de réagir de manière un peu ironique, voire machiavélienne. Elle va finalement mettre la Bundesbank, donc la banque centrale allemande qui était plutôt du côté de la contestation de ces programmes de rachat type, parce que ça va contre leur culture monétaire avec une distinction très forte entre politique monétaire, politique fiscale, risque de l'inflation, etc., etc. Donc la Bundesbank était plutôt opposée à ces programmes de rachat de titres-là, mais finalement, et ça montre peut-être qu'ils sont plutôt en position minoritaire au sein du système européen des banques centrales, a priori, la Banque centrale européenne va forcer la Banque centrale allemande à justifier le programme auquel elle était opposée, donc à la Cour constitutionnelle allemande. Donc, c'est plutôt ce genre de jeu qui risque de se dérouler. Et moi, j'imagine mal la Banque centrale européenne se justifier directement auprès de la Cour constitutionnelle allemande, car ça ouvrirait la porte à finalement tout type de contestation de l'ensemble des cours constitutionnelles européennes. Et donc, ça rendrait la pratique de la politique monétaire quasiment impossible. Si dès qu'une décision est prise, il y a une attaque en justice d'une cour constitutionnelle nationale, on voit mal la possibilité de continuer à mettre en œuvre une politique monétaire au sein de la zone euro. Alors, vous nous dites qu'un dérapage terrible pour l'euro est peut-être pas le plus probable. Néanmoins, quand on voit fleurir toutes les propositions d'aller plus loin en fait, dans les politiques non conventionnelles de la BCE, certains parlent de drone monétaire, donc distribuer de l'argent directement au public, voire aux États, etc. Toutes ces réformes-là, est-ce qu'elles
ne deviennent pas totalement illusoires quand on voit le climat de suspicion qu'il y a à l'égard de l'action de la BCE? Ben, on peut se poser la question, finalement, dans quelle mesure ces réformes proposées n'étaient pas illusoires avant le jugement de la Cour constitutionnelle allemande. Alors, je dis ça de manière un peu ironique, mais c'est assez important de savoir que finalement, la Banque centrale européenne ne se prononcera jamais sur une mesure future ou sur la désirabilité d'une mesure future sans avoir activé son service juridique. Si vous voulez, comme toutes les mesures de la BCE ont déjà été attaquées en justice, il y a eu un espèce de réflexe institutionnel qui s'est mis en œuvre, qui a été mis en place, et finalement le service légal de la BCE screen toutes les décisions avant qu'elles soient annoncées. Donc peut-être que ça rend cette contrainte encore plus effective et encore plus sur le radar des banquiers centraux, mais la contrainte existait déjà avant, et finalement la BCE a quand même su montrer une inventivité assez forte par rapport aux termes légaux du traité. Et finalement, c'est là aussi où il y a un paradoxe fondamental, c'est que si la BCE avait respecté les termes du traité, il n'y aurait déjà plus de zone euro, finalement. Ouais. Dernière question plus politique sur comment apprécier cette décision de la Cour. On pourrait se dire, bon, bah voilà, en fait, tout ça, c'est des batailles, après tout, entre des organes judiciaires, bancaires qui ne sont pas élus, tous autant les uns que les autres. Bon, avec effectivement la survie de la zone euro en jeu. Mais on pourrait aussi prendre les choses dans l'autre sens en disant, bon, qu'on soit d'accord ou pas avec cette Cour de justice allemande, après tout, elle met le doigt là où ça fait mal. C'est-à-dire qu'on a une banque centrale qui, comme vous l'avez dit, a été la seule capable de sauver la zone euro, mais qui en même temps déploie des pouvoirs immenses sans qu'il y ait aucun réel contrôle politique et encore moins citoyen sur ce qu'elle fait. Tout à fait. Donc, vous avez tout à fait raison de le dire. La Cour constitutionnelle allemande souligne un problème fondamental qui est celui de l'absence de contre-pouvoir envers la BCE au sein du système européen. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est normal, c'est une agence indépendante. Par définition, elle doit être indépendante, donc elle ne doit pas être soumise à des contre-pouvoirs. Bon, ce n'est pas si simple parce que les agences indépendantes sont aussi tenues par un mandat et il faut qu'une institution tierce s'assure finalement que les politiques mises en œuvre par cette agence indépendante respectent les termes du mandat, finalement du contrat de délégation qui lui a été écrit par les États européens. Bon, et là, on a effectivement un problème parce que qui s'assure des respects de ce terme-là? Au sein du Conseil européen, donc des réunions des chefs d'État et des ministres des Finances européens, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de divisions entre les pays, donc il n'y a pas les mêmes idées sur qu'est-ce que devrait faire une politique monétaire en France et en Allemagne. Il y a des intérêts objectifs différents du fait des différentes structures, des systèmes bancaires, etc., etc. Donc, le Conseil n'arrive pas tellement à jouer ce rôle de dialogue égal avec la BCE du fait de ces divisions. Le Parlement européen n'a pas de compétences formelles légales dans son exercice de reddition de comptes, donc de dialogue démocratique avec la Banque centrale européenne. La Commission européenne, pareil, n'a pas forcément les dispositions légales pour faire cela. Donc, il y a quand même une espèce de vide institutionnel là. Et la Cour de justice de l'Union européenne, finalement, c'est vrai, a décidé de ne pas regarder en profondeur les mesures qui sont mises en œuvre par la BCE. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que les banquiers centraux sont les meilleurs experts pour décider de la légalité de leurs actions. Donc là, ils ne contrôlent que s'il y a un vice de forme ou ils font ce type de contrôle plutôt jurisprudentiel, plutôt léger, ce type de contrôle légal plutôt léger. Donc là, effectivement, ça pose une question, ça soulève une vraie question de contrôle démocratique des actions de la Banque centrale européenne. Le problème, c'est que autant la Cour constitutionnelle allemande fait bien de soulever et de souligner ce problème, autant elle est sûrement la dernière institution à pouvoir remplir ce vide-là, et finalement, c'est ce qu'elle fait. Le problème de la Cour constitutionnelle allemande, c'est qu'elle fait bien de montrer le vide démocratique dans le contrôle de la BCE, mais le problème, c'est qu'elle se donne le droit de squatter cette place laissée vide par les États et la Cour de justice et le Parlement européen. Bon, et là, on a un vrai problème. Pourquoi? Parce qu'elle n'a juste pas la légitimité pour le faire.
Voilà, un problème de légitimité. Merci Clément Fontan, on arrive à la fin de cet entretien. En tout cas, merci beaucoup pour ces éclairages. Et comme d'habitude, on va continuer à suivre dans l'émission et dans le journal tous ces dossiers européens.